Il y a exactement 255 ans, en 1768, les marins de Sunderland ont baissé les voiles. Ils réclamaient une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. L'action des marins a été l'un des tout premiers grands arrêts de travail de l'ère moderne. Les milieux dirigeants parlaient de mutinerie. Savez-vous quelle est la traduction anglaise de « baisser les voiles » ? « striking the sail ». Grâce à l'action des marins à Sunderland, le mot « strike » s'est intégré à la langue anglaise pour désigner une grève. Mutinerie en mer et arrêt de travail à terre sont donc intimement liés. Depuis lors, la lutte sociale a connu des hauts et des bas, comme les vagues dans la mer. Mais elle est là, ouverte et offensive, ou dormante et en attente, jusqu'à ce que les voiles se lèvent. À Londres, les luttes sociales font rage depuis l'été dernier. J'entends des récits de professionnels de la santé qui cessent le travail pour la première fois de leur vie, quelque chose qu'ils n'avaient jamais envisagé de faire. J'apprends qu'il y a une grande vague de grève et je veux la voir de mes propres yeux. Je prends donc le train pour Londres, où vit Grace Blakeley, une jeune économiste de gauche. Si quelqu'un peut faire une analyse claire de cet été de mécontentement au Royaume-Uni, c'est bien elle. De nombreux hôpitaux au Royaume-Uni ont été contraints de mettre en place des banques alimentaires pour leur personnel. Car leur personnel, en particulier le personnel infirmier, le personnel avec des bas salaires, les jeunes médecins, ne peuvent pas se permettre d'acheter de la nourriture. Les hôpitaux eux-mêmes. Oui, ils ont mis en place des banques alimentaires. C'est complètement fou le niveau de pauvreté dans ce pays en ce moment. Je pense qu'une grande partie du monde considère le Royaume-Uni comme une économie riche, et c'est le cas. Mais nous constatons des niveaux de pauvreté, de misère, d'endettement, de sans-abrisme que nous n'avons pas vus depuis des décennies. Et cela est dû en grande partie à la crise du coût de la vie. Elle a dû le répéter, parce que je n'y croyais pas vraiment. Qu'un hôpital ait dû créer des banques alimentaires pour son propre personnel, et que dans l'un des pays les plus riches du monde, des gens avec un emploi restent encore pauvres. Je pense que beaucoup de gens sont dans cette situation où ils n'ont pas les moyens de vivre décemment. Ils regardent vers l'avenir et les choses ne semblent pas s'améliorer parce qu'il n'y a aucune chance d'évolution dans l'emploi qu'ils occupent. Vous regardez le futur et les économistes disent que nous allons avoir, si ce n'est pas une récession, probablement une récession, mais sinon simplement une période prolongée de très faible croissance. Et pour la plupart des gens, il y a très peu d'espoir d'amélioration si la situation ne change pas radicalement. Le prix de l'essence augmente, le prix des denrées alimentaires augmente, le prix des biens augmente. C'est ce qu'on appelle l'inflation. En d'autres termes, votre argent perd de sa valeur. Mais ce n'est pas du tout un phénomène naturel, explique Grace. Ce n'est pas quelque chose qui arrive naturellement comme une feuille qui tombe de l'arbre. Il existe des raisons pour lesquelles les prix augmentent et il est important de les comprendre. Donc lorsque les coûts augmentent fortement, comme c'est le cas pour les carburants, quelqu'un doit bien payer pour cela, n'est-ce pas ? Soit les travailleurs doivent payer sous la forme de prix plus élevés à la caisse et de perte d'emploi, soit les entreprises sont contraintes de payer sous la forme d'une baisse de leurs bénéfices. Il y a un choix derrière, un choix politique qui consiste à savoir qui payera la note. La première vague d'augmentation des prix a commencé juste après la crise du Covid, lorsque l'économie a dû sortir du coma des confinements. Cela s'est fait avec un redémarrage hésitant et rouillé, explique Grace. Il y a eu beaucoup de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Les produits n'étaient pas acheminés là où ils devaient l'être. Il y avait des pénuries, comme vous l'avez mentionné. Les frais de transport ont augmenté de manière spectaculaire, ce qui a eu un impact direct sur les prix à la consommation. Les veines et les artères de l'économie mondiale se sont bouchées et il a fallu du temps pour que ces pressions diminuent. C'était un immense chaos pendant cette période de redémarrage. Les conteneurs étaient là où ils ne devaient pas être et n'étaient pas là où ils devaient être. Il y avait une pénurie de dockers et de chauffeurs de camions car ils avaient été mis au chômage pendant la pandémie. Tout le système de transport a été chamboulé et c'est là qu'on a réalisé à quel point notre monde est interconnecté. Par exemple, lorsque l'économie a redémarré, une quantité massive de semi-conducteurs était nécessaire.
Les semi-conducteurs sont des puces électroniques, ils sont partout dans nos GSM, dans nos frigos, dans nos voitures. En cas de pénurie de ces puces, le prix des voitures GSM et frigos explose évidemment. Les conteneurs avec lesquels on transporte toutes ces marchandises sont également devenus extrêmement chers. C'est la première raison pour laquelle les prix ont augmenté. Les bénéfices, en revanche, ont été extraordinaires. Ils ont en partie été stimulés par les compagnies pétrolières réalisant des profits étonnamment élevés grâce à la hausse des prix. Mais d'autres puissantes entreprises ont aussi utilisé cela comme prétexte pour augmenter encore davantage les prix. Des prix élevés pour réaliser des profits extraordinairement élevés. En effet, les grandes compagnies de transport maritime, les géants de l'agroalimentaire et les 5 grandes compagnies pétrolières ont réalisé des profits insensés au cours de cette période. Les chiffres sont incroyables. Ce sont ces surprofits, ces marges supplémentaires qui ont encore fait monter les prix. C'est le deuxième facteur de la hausse des prix. Et puis, il y a un troisième facteur, le climat. Vous avez aussi la crise climatique, qui est très souvent ignorée comme facteur d'inflation. On constate une réelle augmentation des catastrophes naturelles dans les régions qui produisent beaucoup de nourriture. Les rendements des cultures étaient déjà en baisse pour plusieurs raisons. Par exemple, la crise a perturbé le cycle de l'azote et il y a eu beaucoup d'érosion du sol en raison de facteurs écologiques. Des catastrophes climatiques ont détruit de nombreuses récoltes. Et je pense que c'est ce qui pourrait potentiellement entraîner une inflation plus élevée à long terme. Car nous allons continuer à avoir des événements météorologiques extrêmes. Nous allons continuer à voir l'érosion des sols, la dégradation des sols, des conflits pour les ressources dans un monde où il y a de moins en moins de ressources disponibles. Ce qui signifie qu'il y aura des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, ce qui entraînera probablement une inflation à long terme. Une reprise économique hésitante, la montée en flèche des prix des denrées alimentaires et du pétrole, et une crise climatique ont provoqué une hausse des prix. Comment y remédier ? Dans la pensée économique dominante, il n'y a qu'une seule réponse, augmenter les taux d'intérêt. C'est complètement insensé que cela soit encore l'hypothèse par défaut des économistes et des décideurs politiques. Que lorsque l'inflation augmente, quelle qu'en soit la cause, la seule solution est d'augmenter les taux d'intérêt. Cette idée est issue d'une pensée économique néolibérale bien précise. Vous savez, il y a cette célèbre phrase de Milton Friedman qui dit que l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire et doit être géré par des solutions monétaires. Et l'instrument de politique monétaire principal dont disposent les banques centrales, ce sont les taux d'intérêt. Or, les taux d'intérêt, comme outil politique, imposent des coûts pour certaines personnes plutôt que pour d'autres. C'est une affaire politique, car ils modifient l'équilibre du pouvoir dans la société. Les économistes traditionnels veulent augmenter les taux d'intérêt pour ralentir l'économie, voire la pousser vers la récession. Si les taux d'intérêt augmentent, emprunter de l'argent devient plus cher. Un prêt immobilier, par exemple, vous coûtera plus cher. Les prêts destinés aux entreprises deviennent également plus chers. On veut qu'il y ait moins d'investissement et que l'économie ralentisse. Ainsi, les prix devraient baisser, nous explique-t-on. Mais ce n'est pas tout. Et pour cela, il faut remonter dans l'histoire en 1979, date à laquelle la première ministre de droite Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir au Royaume-Uni. Thatcher met immédiatement en place une véritable thérapie de choc en augmentant radicalement les taux d'intérêt. Il y a déjà eu ce recours à cette thérapie de choc par les taux d'intérêt. Il disait que les travailleurs qui demandaient des augmentations de salaire suite à l'inflation étaient en fait la cause de l'inflation, même si cela n'a pas vraiment de sens, car ils voulaient juste que les salaires soient alignés sur les prix. Mais ils ont dit, il faut qu'on arrête ça. Nous devons couper le cordon. Et pour ce faire, nous devons créer une augmentation massive du chômage. Évidemment, lorsque les taux d'intérêt montent, les entreprises ne peuvent plus investir, donc forcément, elles commencent à licencier. Souvent, des entreprises font faillite parce qu'elles ne peuvent plus payer leurs dettes. Emprunter devient plus cher pour les ménages, ils ne peuvent donc plus consommer autant. Cela engendre une spirale négative d'attente et de demande qui conduit à un taux de chômage plus élevé, ce qui rend les négociations plus difficiles pour les travailleurs. Si vous savez que votre emploi est menacé en raison de ce climat de chômage généralisé, vous êtes moins susceptible de travailler avec un syndicat et de demander un salaire plus élevé, car vous avez peur de perdre votre emploi, en gros. Et le chômage a atteint, je pense que c'était 5 millions à son apogée en 1983-82 au Royaume-Uni. Il a également atteint des niveaux très élevés aux États-Unis, et c'est le deuxième coup qui a affaibli le mouvement ouvrier, qui n'a cessé de décliner. En fait, depuis lors, il est en déclin au Royaume-Uni et aux États-Unis.
En 1980 et 1981, le Royaume-Uni a connu la récession la plus sévère et la plus profonde depuis la guerre. Les investissements privés et publics s'effondrent, les entreprises font faillite et l'industrie manufacturière du nord de l'Angleterre est frappée de plein fouet. 3 millions de chômeurs ont payé le prix de la thérapie Thatcher. Dans certaines régions des Midlands, autrefois la fière ceinture industrielle, le chômage a atteint plus de 30%. Jusqu'à ce jour, ces communautés ouvrières n'ont pas réussi à se remettre de ce coup dur. À l'époque, l'économiste Alan Budd était l'un des associés de Margaret Thatcher. 10 ans plus tard, la BBC lui a demandé quel regard il portait sur cette période. Alan Budd reste prudent, mais ce qu'il dit est clair. Un certain nombre de personnes de l'élite économique et politique britannique de l'époque voyaient dans l'augmentation des taux d'intérêt un très très bon moyen d'augmenter le chômage. Et c'était un excellent moyen d'affaiblir la classe ouvrière. La période des années 70 est très intéressante à étudier. C'est un moment où une crise a été exploitée par un groupe particulier de personnes pour changer radicalement la structure de la société. Avant les années 70, au Royaume-Uni et dans de nombreuses économies du monde, il existait ce modèle corporatiste social-démocrate de croissance économique, dans lequel un mouvement syndical puissant travaillait avec les entreprises et le gouvernement pour décider des niveaux de production, des taux d'intérêt et de nombreuses variables macroéconomiques. Il y avait donc une sorte de négociation générale pour déterminer la politique économique. Et il y avait de nombreux acteurs, essentiellement des économistes néolibéraux, des hommes d'affaires, qui n'aimaient pas la façon dont ce modèle fonctionnait, parce qu'il donnait aux travailleurs un siège à la table de négociation par le biais du mouvement syndical. Selon eux, les syndicats étaient trop puissants. La crise des années 70 a été utilisée par ces personnes comme un moyen de discipliner les travailleurs. Non seulement pour qu'ils acceptent des taux de chômage plus élevés et des salaires plus bas, mais aussi pour détruire les fondements institutionnels du mouvement syndical afin de saper la démocratie sociale. Résumons encore une fois. Notre nourriture, notre énergie, nos logements sont trop chers et nos salaires sont trop bas. La crise Covid, la crise climatique et la soif de profit de certaines grandes multinationales nous ont conduits à cette situation. Et nous sommes maintenant confrontés à un choix. Soit nous choisissons d'exploiter ces marges de profit supplémentaires des grandes entreprises, soit nous choisissons de modérer les salaires et de mettre en œuvre de nouvelles économies budgétaires. La politique traditionnelle choisit de ralentir l'économie, voire de la plonger complètement en récession. On veut ainsi maintenir les salaires bas. C'est la thérapie de choc à laquelle certains rêvent aujourd'hui. Pour concrétiser cette vision libérale, il faudrait se débarrasser du mouvement syndical. L'objectif est d'abolir toute force opposante, c'est l'idée. Le pouvoir des syndicats doit être restreint, de sorte à avoir le champ libre pour baisser les salaires et augmenter les profits. Personnellement, je pense, et certains éléments le suggèrent, que les personnes qui ont pris ces décisions savaient exactement ce qu'elles faisaient. Il y a eu une fuite de documents. Je pense qu'il a été rendu public par Janet Yellen dans les années 90, disant essentiellement qu'il fallait provoquer une récession pour discipliner les travailleurs afin qu'ils acceptent des salaires plus bas. Évidemment, ce n'était pas nécessairement envisagé sous l'angle de la lutte des classes, mais c'est tout de même la conséquence. La conséquence, c'est qu'ils devaient essentiellement mettre des gens au chômage pour imposer leur version du bon sens économique ou promouvoir leur modèle économique. Et même si vous dites qu'il s'agit d'un projet que vous pouvez comprendre en vous référant uniquement à la théorie économique, même si vous dites qu'il n'a rien à voir avec la promotion des intérêts d'une classe par rapport à une autre, les personnes qui ont pris ces décisions auraient dû savoir quelles en seraient les conséquences. Et je soutiens qu'elles le savaient et qu'elles voulaient que ces implications se concrétisent. Soit elles voulaient créer un chômage plus élevé pour punir le mouvement ouvrier, soit elles s'en moquaient complètement. Le choix de Margaret Thatcher de cibler la classe ouvrière n'est donc pas le fruit du hasard. C'était une stratégie et elle avait un objectif conscient, briser le contre-pouvoir dans la société.
Thatcher et les néolibéraux se sont donnés pour mission de détruire cet héritage, de dire « oui, c'est le berceau du syndicalisme et c'est là que le syndicalisme mourra ». Fondamentalement, ils voulaient détruire ces institutions et créer la société que nous connaissons aujourd'hui. Donc oui, le but était vraiment de détruire les syndicats. Il s'agissait de se débarrasser de ces institutions considérées comme une menace. Mais il s'agissait aussi, comme je l'ai dit, de promouvoir l'individualisme. Thatcher disait que la société n'existe pas, que la méthode était économique, mais que l'objectif était de changer l'âme. Elle voulait créer... L'objectif est de changer l'âme. Changer l'âme, oui. C'est une citation de Thatcher. Et ça faisait partie de... Et d'une manière ou d'une autre, elle a réussi. Oui, totalement, tout à fait. Vous savez, c'était une stratégie vraiment cohérente visant à créer une société d'individus isolés et fragmentés, en concurrence les uns avec les autres, plutôt que d'essayer de coopérer en tant que classe contre la classe qui les dominait. Et elle a largement réussi. Changer l'âme de la société. Ce sont des mots forts. Thatcher voulait éliminer tout sentiment de collectivité et de solidarité. La puissance de feu des États est utilisée pour provoquer des récessions, entraîner le chômage et faire baisser les salaires. Et en même temps, les grandes entreprises seront renflouées. Les grandes institutions financières seront renflouées. Et tout le monde le sait. Exactement. Le pouvoir de l'État est donc utilisé pour punir les travailleurs et renflouer les banquiers. Et lorsque vous avez ce genre de dichotomie frappante, cela devient politiquement intenable. Il n'est pas étonnant qu'aux États-Unis, la droite se concentre tant sur les guerres culturelles, parce que si nous avions cette discussion sur l'étonnante injustice au cœur de l'économie américaine, la droite ne serait plus jamais au pouvoir. Mais tant qu'ils détournent l'attention sur des questions de moindre importance ou des discours de haine contre des boucs émissaires, tout va bien pour eux. Les paratonnerres, les guerres culturelles, les nouvelles mesures visant à restreindre les actions syndicales. On peut voir tout cela comme un signe de peur. Nous sommes un front uni. Ils ne nous diviseront pas parce que nous travaillons pour des patrons différents. Ils ne nous diviseront pas de par notre religion ou notre couleur de peau. Nous sommes la classe travailleuse. Nous sommes de retour. Une vague de protestations considérable secoue le Royaume-Uni. Des scènes similaires se produisent en France avec 3,4 millions de manifestants contre la réforme des retraites. En Allemagne, le nombre de syndiqués augmente à nouveau et aujourd'hui, aux États-Unis, on parle même d'un nouvel été de grève. Si vous êtes un seul individu face à un système de capitalisme mondial, le changement semble impossible. C'est la raison pour laquelle les gens sont si accablés, en colère et bouleversés par le changement climatique. Parce qu'ils voient l'ampleur du problème, puis ils se considèrent en tant que personnes isolées et se disent « Que puis-je faire ? Tout ce que je peux faire, c'est arrêter de faire mes courses dans certains endroits, acheter un sac réutilisable ou devenir végane. » Cette attitude est fondamentalement déresponsabilisante et crée un sentiment de nihilisme. Souvent, les gens se désengagent de la politique lorsqu'ils réalisent cela. Mais si vous parvenez à créer une situation dans laquelle les gens se disent « Ah d'accord, je peux m'organiser avec d'autres personnes pour changer les choses », cela peut être aussi simple que vouloir empêcher la fermeture de sa bibliothèque locale. En se réunissant avec d'autres membres de sa communauté pour exiger ça, rien que le fait de s'organiser collectivement pour atteindre un objectif, vous pouvez ensuite étendre ça en disant « Oh, je veux que le gouvernement change sa politique sur X. Que dois-je faire ? Je dois m'organiser. Je veux empêcher cette grande entreprise pétrolière de forer dans ma région ou de déverser des déchets toxiques. Que puis-je faire ? Je peux m'organiser avec d'autres personnes pour exiger qu'ils changent ça. » Donc oui, je pense que changer l'esprit de notre société d'une société individualiste à une société qui reconnaît l'importance du pouvoir collectif est le plus grand défi auquel la gauche est confrontée aujourd'hui. La force collective, c'est ce dont nous avons besoin et elle est présente aujourd'hui dans une nouvelle vague de mobilisation. On a du mal à reconnaître qu'il est possible de collaborer avec les personnes autour de soi, sur son lieu de travail, pour exiger des salaires plus élevés en tant que groupe, par exemple. C'est quelque chose que de nombreuses personnes dans le mouvement syndical s'efforcent de promouvoir. Il y a de nombreuses campagnes des grands syndicats pour pousser les jeunes à s'engager. Et nous avons pu observer des résultats. Par exemple, il y a cette émission au Royaume-Uni appelée Love Island. C'est une télé-réalité assez futile en soi. Eh bien, pendant cet été du mécontentement, l'une des anciennes candidates, qui avait travaillé comme hôtesse de l'air, a déclaré « Je soutiens les syndicats sont formidables ». Nous avons également vu Margot Robbie, qui tient le rôle principal dans le film Barbie, dire qu'elle soutient les syndicats en raison de la grève de tous les Teamsters aux États-Unis. Cela témoigne d'une reconnaissance culturelle notable du mouvement syndical. La pandémie et la crise des prix ont remis en lumière la notion de classe sociale.
Ceux qui tirent leurs revenus du travail appartiennent à une catégorie sociale différente de ceux qui vivent du capital. Votre classe sociale détermine où vous travaillez, où et comment vous vivez, ce que vous mangez. Votre classe a un impact sur votre santé, l'éducation de vos enfants et souvent même sur vos chances devant les tribunaux. La classe sociale compte. Cette prise de conscience s'accroît. Une nouvelle conscience de classe émerge. Ensemble, vous pouvez accomplir bien plus qu'en étant isolé. Être organisé renforce votre position. Les travailleurs de la santé dont j'ai parlé au début ne font pas grève uniquement pour leur salaire. Ils sont également en colère parce que les soins prodigués à leurs patients sont soumis à des pressions. Ils font grève car ils aspirent à un bon service national de santé. Le fait que des grèves aient été organisées avec succès dans l'ensemble du NHS témoigne de la gravité de la situation au sein du NHS. Vous savez, les gens sont très fiers du NHS en tant qu'institution britannique, en tant qu'institution du Royaume-Uni, mais il est menacé. Si l'on examine le nombre de personnes sur les listes d'attente pour certains types de chirurgie, il y a des gens qui meurent sur ces listes. Des personnes qui attendent parfois 2 heures ou parfois plus pour une ambulance. Les avantages pour le Parti conservateur sont évidents, car les gens vont constater la baisse de la qualité au sein du NHS et commencer à penser que le NHS ne fonctionne pas. Ils vont retirer leur soutien à cette institution et recourir à des prestataires privés. Donc, oui, le NHS est menacé. Les médecins et les infirmières font grève non seulement parce qu'ils sont soumis à une énorme pression, ce qui est vrai, mais si vous leur parlez, ils s'inquiètent pour leurs patients, ils s'inquiètent pour l'avenir du NHS. Les gens s'inquiètent pour leur avenir, mais aussi pour l'avenir de la société. Au cours de l'année écoulée, nous avons constaté dans de plus en plus d'endroits que cette inquiétude se transformait en organisation. Ensemble et non pas seul, et comment cette collaboration renforce également la confiance en soi. Nous sommes ici pour exiger un changement. Nous refusons d'être pauvres et nous vaincrons pour notre peuple à nos conditions. Récemment, j'ai entendu parler pour la première fois de la Round Robin. La Round Robin était une pétition de marins défendant leurs droits. Ils traçaient un cercle et à l'intérieur, les marins écrivaient leurs revendications. Autour de ce cercle, chacun pouvait inscrire son nom. L'avantage de ce système est que personne ne peut savoir qui est à l'origine de la pétition. Et plus il y avait de noms autour de ce cercle, plus l'instrument devenait puissant. La devise de la Round Robin était « One and All », tous ensemble. Nous avons un rôle extrêmement important et précieux dans cette société, qui est d'encourager les gens à croire que les choses peuvent être différentes. Ici à Londres, je ressens un nouveau mouvement. Je le sens dans chaque goutte de pluie, chaque coup de vent, chaque métro qui gronde. Ce vent du changement souffle également à Los Angeles, à Johannesburg, à Marseille et à Berlin. Je suis donc la piste de la mutinerie et me dirige vers l'Allemagne, où nous nous retrouverons dans le prochain épisode.